Bonjour Monsieur Khan. Vous êtes aujourd'hui avec Immedia.sn dans le cadre de l'émission 25 minutes pour éclairer. Merci de vous présenter s'il vous plaît à nos auditeurs, téléspectateurs et internautes s'il vous plaît. Bonjour, ravi de participer à cette émission. Je m'appelle Cissé Khan, je viens de Matam, d'Anoussioul. Je suis géographe de formation, j'ai fait un PhD il y a 25 ans environ sur le transport urbain. J'ai fait mon doctorat sur les transports et la mobilité dans la région de Dakar. Donc j'ai continué comme consultant sur ces questions pendant 7-8 ans. Puis après, j'ai continué dans les nouvelles technologies comme conseiller stratégique. Et puis j'ai travaillé aussi aux Nations Unies. Et là, je suis à Dakar à nouveau depuis 3-4 ans. Je suis au ministère de l'Urbanisme. Merci M. Khan. Donc on peut dire que vous avez vraiment le profil de l'emploi parce qu'on est dans une ville où il se pose de véritables problèmes de transport. Dakar, pour ne pas la nommer du moins. Il y a un projet qui est là, qui a été inauguré il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, qui s'appelle le Bus Rapide Transit, le BRT. Est-ce que vous pouvez, d'après certaines sources, de nos sources, que nous allons garder bien sûr, vous êtes à l'origine, vous faites partie de l'équipe qui est à l'origine de ce grand projet-là, aujourd'hui, qui fait la fierté de tous les Sénégalais et même de tous les Africains de l'Ouest. Pouvez-vous revenir un peu sur la genèse de ce projet, s'il vous plaît? Merci. Effectivement, c'est une fierté pour moi d'avoir été un des experts de ce projet au départ. Il faut savoir que le projet, il a démarré en 2003, 2004, sous l'ère du président Abdoulaye Wade. Donc, nous avons été approchés en tant qu'experts géographes pour participer à la définition du tracé du projet. C'est un projet qui a été financé par l'USAID et UNDP à travers le Global Environment Facility. Donc j'ai été approché parce que j'étais dans le réseau. Et c'est une firme américaine qui s'appelle ITDP, Institute for Transportation and Development Policy. Donc voilà, j'étais déjà bien dans le domaine des transports depuis une dizaine d'années auparavant. Et donc voilà. Et c'est vrai que j'étais l'expert géographe, cartographe de ce projet-là. Et sur la base des données disponibles d'alors, nous avons déterminé le tracé. Et donc de Guédiawaye au centre-ville, avec des variantes via le boulevard Diar Diop ou bien aussi via l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba. Mais voilà, je suis très fier de voir que le projet il a abouti et je pense que c'est une réponse intelligente dans une ville comme Dakar qui se développe parce qu'on peut pas continuer à aller en voiture partout en voiture individuelle. Et en ce moment-là, nous étions des champions des transports en commun parce que dans des villes durables, dans le monde entier, on ne peut pas continuer indéfiniment à construire des routes et acquérir de nouveaux matériels. Donc je remercie les autorités sénégalaises de l'époque, le président Wade, qui nous avaient reçus et qui avaient aussi cru au projet. Bon, c'est vrai que ce genre de projet, il y a toujours des opportunités, il y a toujours des... Mais je veux dire, ce n'est pas un projet nouveau sur le plan d'histoire. C'est un projet qui était là, qui dormait, peut-être qui a été réveillé peut-être par les autorités, c'est une bonne chose. Mais je le dis pour avoir participé donc, dès le départ à la conception. Avant d'en revenir sur le tracé en tant que tel, moi je voudrais savoir surtout qu'est-ce qui a guidé le choix sur le BRT parce qu'on a plusieurs moyens de faire le transport. Il y a le métro, il y a peut-être d'autres types de transports urbains. Qu'est-ce qui a guidé votre choix sur le BRT et pas d'autres choses? Bon, il y a beaucoup de considérations. D'abord, peut-être un consensus autour du fait que c'est important d'avoir des transports de masse.
On voyait très bien aussi que les cars rapides n'avaient pas d'avenir. D'abord, ce n'était pas un moyen de transport adapté au transport urbain. Ensuite, la configuration de la ville militait vers un réseau de transport lourd, massif. Et d'un autre côté, il y avait aussi les limites parce qu'il y a des problèmes de questions de coût. Le BRT, c'est une solution intermédiaire qui permet de s'insérer dans le trafic urbain sans créer de grandes césures et sans aussi bouleverser la configuration de la circulation et surtout pouvoir être utilisé comme une voie de circulation. Et puis ça s'imposait aussi parce qu'on ne pouvait plus continuer à utiliser que les cars rapides et on ne pouvait plus continuer aussi à faire la promotion de la voiture individuelle. Donc il fallait trouver des solutions et nous, en tant que chercheurs, experts, nous militions pour ce genre de projet. Et donc de fil en aiguille, on a approché, parce qu'on était toujours dans des conférences internationales, genre Codatu, genre. Donc on a approché aussi les champions de ces projets-là, dont le maire de Bogota. Il y avait aussi donc cette firme américaine, mais il y avait surtout aussi tous les environnementalistes qui étaient pour la lutte contre la pollution et pour l'utilisation de transport de masse pour réduire les émissions polluantes. Donc après, il fallait trouver aussi des coûts d'opportunité et mettre ensemble donc l'exigence d'avoir des transports de masse et aussi les coûts. Et à ce niveau-là, le BRT s'imposait vraiment par rapport à, par exemple, un métro ou bien un axe lourd de transport par voie ferroviaire. Vous avez dit tantôt que le projet date de l'ère Wade, président Wade, en 2003-2004. Comment le président Wade avait accueilli un tel projet, selon vous? Il y croyait parce que vraiment, on nous a beaucoup accompagnés. Et je me souviens, on avait travaillé beaucoup avec l'agence de développement municipal, avec le ministère des Transports. Et à la fin, le fait même qu'il nous ait reçus lui-même montre qu'il croyait vraiment en ces années-là. Maintenant, c'est vrai que nous, on s'est arrêté à délivrer le travail en tant qu'institution de recherche et tout ça. Et que c'était au pouvoir politique de prendre les décisions qui s'imposent. Donc, si j'ai bien compris, vous, en tant que tel, c'était un peu la réflexion, la conception et puis oui, le document qui est remis à l'autorité. Oui, moi j'étais consultant, expert géographe. Et donc, vous verrez, je vous remettrai un petit document qui résume un peu ce que nous avons fait pour voir les arguments en pour et tout ça, parmi lesquels aussi la présence d'emprises. Donc, on a utilisé un tracé qui s'offrait. Et après, c'est à l'autorité toujours de dire voilà, on va dans ce sens ou dans un autre. Donc, et le temps du politique et le temps du scientifique ne sont pas les mêmes. Mais aujourd'hui, si on dans votre explication, tantôt, vous avez parlé un peu de capitalisation sur des cas, des champions à la matière, par exemple de la Colombie avec Bogota et d'autres. Aujourd'hui, ce type de transport, on voit qu'il s'inscrit un peu dans la durabilité, surtout pour être dans le développement durable, la protection de l'environnement. Comment vous avez pu allier ce type de, c'est-à-dire faire dans le transport de masse, dans la protection de l'environnement et allier tous ces types, alors que jusqu'à maintenant, on a vu que par exemple, tout ce qui était la plupart des systèmes de transport de masse étaient presque beaucoup plus polluants que le BRT actuellement. Et là, il faut saluer les autorités. Hein. Je salue mon frère Thierno Ibrahim Aw et tout le ministère des Transports. Je pense qu'il y a eu aussi, à un moment donné, une vision qui a été favorisée, qui a été développée, c'est la protection de l'environnement avec l'acquisition de bus électriques. Je pense que c'est une réalité. Hein. On est dans un espace urbain où la concentration, les embouteillages font que les émissions polluantes sont là, quoi. C'est une réalité.
Donc aucune ville durable ne peut se développer sans des transports de masse. Et puisqu'on vit en ville, on est 4 millions aujourd'hui à Dakar, c'est important de préserver la santé des populations et c'est important de préserver aussi la viabilité économique, l'efficacité économique. Et si on ne circule pas, on ne produit pas. Et si on ne circule pas et qu'on est dans les embouteillages, on produit des émissions polluantes, c'est des problèmes de santé. Donc le géographe que j'étais était champion toujours des transports de masse, des transports collectifs. Mais d'un autre côté, on avait des transports collectifs qui n'étaient pas aux normes. Je me souviens, une fois, on est allé voir Ndiaga Ndiaye, c'est le précurseur des grands transporteurs de population au Sénégal, à travers des véhicules qui portent son nom. Il disait un car rapide ne meurt jamais. Donc, il a peut-être raison, mais quelque part, plus on a le matériel, il roule, plus il reste longtemps. On change des pièces, on fait des artifices et tout, mais le problème, c'est qu'après, ça pollue. Ça continue à polluer. Et les cars rapides, c'est des cars qui étaient là du temps de la colonisation, pour le gouvernement général, pour transporter les cars de l'administration, donc les cars GG. Et à un moment donné, il fallait imaginer des transports plus adaptés. D'abord, la suspension est très haute. Ensuite, vous connaissez l'habitacle des cars rapides. Et enfin, on ne les fabriquait plus en France. Donc, il fallait faire du colmatage pour transporter des populations avec un matériel qui est usé, qui ne peut pas être remplacé, qui est polluant. Donc, tout ça là fait que vraiment, il faut saluer le leadership des autorités sénégalaises qui ont favorisé des transports électriques. Parce qu'il faut aller vers ça. Il faut que les populations puissent se déplacer en respirant l'air pur. Et un autre aspect important aussi, c'est de se départir de cette idée que si on n'est pas dans sa voiture, on n'est pas quelqu'un. Il faut qu'on arrive à faire le shift en se disant, moi je veux aller pour régler un problème. Le meilleur moyen, c'est le moyen qui allie à la fois la rapidité, la protection de l'environnement et le côté pratique. Et si j'ai un bus confortable, non polluant, pourquoi pas? Moi, je suis monté dans le BRT, mais c'est une fierté. Il est climatisé, et il traverse la ville, il me donne une haute vision de la ville. Et en même temps, il est pas polluant du tout. Et puis même, sur un plan de la viabilité de l'entreprise, il n'y a pas de fraude. Ouais. Cerise sur le gâteau, il y a même ce bordé de fleurs. C'est un projet en entier avec une dimension paysage urbain, une dimension réfection des conduites, des connexions d'eau, d'électricité. Donc c'est un projet qui va rester pour les Sénégalais et tout citoyen va en profiter. Et il met en pied d'égalité le milliardaire et le citoyen, parce que c'est un objet, c'est un espace commun où tout le monde est à l'aise. Et je pense que les citadins, ce qui l'intéresse, c'est de se déplacer, c'est de se régler ses problèmes. Et pour ça, c'est bien d'avoir un moyen de transport efficace. Et le BRT a prouvé qu'il est efficace, parce qu'il permet de traverser toute la ville en 45 minutes. Moi, je me souviens quand j'étais étudiant, pour aller chez mes parents à Guédiawaye, il fallait prendre la ligne 12. Voilà. Ou bien des fois, quand je suis en ville, le P5. Mais vous savez que vous êtes parti, et puis vous êtes en sandwich dans le bus, mais vous ne savez pas quand vous allez arriver. Et des fois, quand c'est en milieu de journée, il y a beaucoup de gens qui tombent en syncope à cause de la chaleur. Donc avoir un système comme ça, moderne, en plein Dakar, climatisé, un bus toutes les 5 minutes, il faut dire chapeau. Et c'est vers ça que la ville devrait aller. Je pense qu'il faudrait en multiplier davantage, dans certains espaces en tout cas, dans certains quartiers denses, comme Kermassar, comme Thiaroye et tout ça. Parce que c'est important de se déplacer dans de bonnes conditions en tant que citadin. Monsieur Kane, venons-en maintenant sur le tracé. Le BRT quitte Guédiawaye, la banlieue, pour rallier Petersen, le centre-ville. Comment vous avez choisi le tracé actuel du BRT?
Bon, le tracé, il a été choisi. Nous, ce qu'on nous avait posé comme question en tant qu'expert géographe, c'est de regarder où habitent les gens, où ils vont travailler et quelles sont les zones les plus denses où les BRT peuvent faire la différence. Après, il fallait aussi prendre en compte les emprises. Là où, si on dit que ça doit passer là, est-ce qu'on va pouvoir avoir le chemin? Donc on a mis tout ça ensemble en travaillant sur les données. Et à la fin, on est arrivé à identifier ce parcours-là qui était déjà bien tracé. Il y a eu des variantes, hein, mais en gros, on avait bien en esprit, moi j'ai encore les cartes, hein, donc ce tracé-là, parce que déjà au niveau de la mairie de Guédiawaye, il y a vraiment un espace vaste où on pouvait implanter un axe routier pour le BRT sans casser trop. Parce que le gros problème dans les centres urbains, c'est justement les relocalisations et les indemnisations. Ça coûte très cher. Et donc c'est bien si on peut s'appuyer sur un tracé qui est déjà dédié, qui a déjà une emprise assez large. Donc on a mis ensemble toutes ces données-là. Donc c'est une ligne de transport de 18 km. Mais on était dans l'idée, je me souviens très bien, de pouvoir élargir ça à d'autres endroits dans la ville. Bien sûr, on a beaucoup réfléchi à ça. Et pour avoir un système de transport moderne connecté, c'est important d'avoir des éléments de système qui sont d'une certaine consistance. Donc d'avoir des lignes qui sont puissantes et de pouvoir les connecter. Parce que tout est un problème de channeling, de la demande. Et on sait que la configuration de Dakar, c'était une configuration centre-périphérie, avec les emplois et les services qui se trouvent au plateau. Bon, maintenant, ça se diversifie un peu, surtout avec les activités commerciales. Mais donc, il fallait créer une ligne qui puisse faciliter les déplacements vers le centre-ville. Et donc, si on a déjà cette ligne, on a déjà réglé une partie du problème. Maintenant, par rapport à Dakar Dem Dikk, mon inquiétude un peu en tant que scientifique, hein, c'est pas en tant que politique, mais c'est surtout, quelque part, on peut se demander si ce qui a été fait, hein, à travers le TER, Dakar Dem Dikk, à travers le TER et le BRT, est-ce que ça n'a pas affaibli un peu Dakar Dem Dikk? Parce qu'on a besoin quand même d'un système de transport public moderne qui appartient à l'État, qui fonctionne bien et qui a aussi une part de marché. Moi, j'aurais milité même pour que le BRT soit géré par Dakar Dem Dikk. Parce que, quelque part, on a vu, quand il y a des grèves, quand il y a des mouvements sociaux, l'État doit reprendre son devoir d'assurer la mobilité des populations. La mobilité des populations, c'est un service public, c'est une obligation de l'État. Or, si on prend les secteurs ou les segments rentables et qu'on les externalise d'une manière ou d'une autre, ou bien si on travaille de certaine façon, on peut affaiblir le transport public de masse. Et ça, il y a un danger parce que, voilà, c'est des logiques qui sont différentes. Les populations, elles ont besoin d'un transport subventionné, ils ont besoin d'un transport public fort. L'État a le devoir d'assurer leur mobilité. Donc, à ce niveau-là, c'est important d'avoir le BRT, c'est important d'avoir le TER, mais c'est important aussi que l'État soit derrière tout ça. Donc, après, on peut jouer, hein, là-dessus. Mais bon, moi, ça, c'était une suggestion de scientifique qui connaît un peu le secteur. C'est important que l'État garde la main. Et comme ça, il peut faire aussi des développements plus consistants et en tenant en compte, bien sûr, de l'évolution de la ville, de la configuration de l'espace urbain. Si je vous suis bien, c'est peut-être un peu le modèle peut-être de la RATP à Paris ou bien peut-être dans d'autres grandes capitales
européenne ou mondiale? Le réseau francilien, le réseau de la RATP, il y a plusieurs choses dedans. Il y a les chemins de fer français, il y a la RATP en tant que telle, mais c'est d'abord une ville plus grande et puis des moyens beaucoup plus consistants, avec le métro, avec le RER et tout. Mais là aussi, c'est pareil, c'est l'État qui est derrière. Il y a une dimension privée, tout ça, mais l'État est derrière. Et l'État investit pour des transports de masse. Parce que c'est inimaginable de continuer à favoriser la voiture. On va aller vers une ville qui va être immobile. On a mis des échangeurs, on a mis des toboggans partout, mais ça attire les voitures. Donc les gens, au lieu d'avoir une voiture, vont essayer d'en avoir deux. Parce que c'est confortable, on cherche son confort personnel, mais ce n'est pas durable. C'est polluant et ça va bouffer beaucoup d'économies parce qu'on va être dans les embouteillages au lieu de travailler et c'est contre-productif. Et on sait que l'économie urbaine dakaroise elle a un rôle clé dans l'économie nationale. Et donc on a intérêt à ce que ce soit fluide, que les gens puissent se déplacer, mais ça, on ne peut pas le faire sans des transports modernes, durables et de masse. Et si on veut que les populations prennent la décision de faire le shift et d'aller vers les transports de masse, il faut leur créer des bonnes conditions et aussi rester derrière pour subventionner. Ce qui fait que les populations vont être encouragées. Par exemple, le TR, c'est un grand succès. Mais l'autre problème que je trouve aussi, c'est la lenteur dans la réactivité de l'État dans certains projets. Le TR, il est arrivé à saturation. Parce que, voilà, le BRT, nous aussi, on l'avait fait il y a 20 ans. On serait peut-être aujourd'hui à 3-4 lignes. Mais je suis sûr qu'actuellement, déjà, le BRT, il sature. Parce que la population, entre-temps, elle a été multipliée. Les commerces sont densifiés. On met des immeubles partout. Mais tout ça, c'est des populations. Et donc, peut-être là, il faut peut-être ce serait bien que l'État soit dans un temps plus de prospective que dans un temps politique. Des fois, les projets ils se développent en fonction aussi des contingences politiques, ça c'est une réalité. Mais dans l'ensemble, si l'État peut avoir une sorte de permanence dans la vision de développement urbain avec long terme, avec un horizon de 20-30 ans, je pense qu'on peut éviter certains blocages. Et là, je sais que le TR, au moment où il a été ouvert, il saturait déjà. Je n'ai pas les chiffres pour le BRT, mais je sais que la population s'est beaucoup densifiée. Avec le front urbain qui se développe de façon très galopante, mais aujourd'hui avec l'aide du géographe, si le BRT devrait se développer ou bien s'étendre, aujourd'hui, comment le verrez-vous? Dans quel secteur de la ville de Dakar ou bien même peut-être en allant vers, je ne sais pas, Thiès? Bon, les BRT ont vocation à rester dans l'espace urbain. Donc, il y en a dans quelques villes, comme par exemple en Tanzanie, il y en a aussi beaucoup en Amérique du Sud. Mais ça dépend de la configuration de l'espace urbain. Mais en général, ils ont vocation à rester dans l'espace urbain, avec donc une population dense et la nécessité de rallier, par exemple, le domicile au travail dans un sens ou dans un autre. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire avec une cadence de d'un bus toutes les 3-4 minutes. Donc on a une fourchette de temps où les gens veulent tous aller là. Et puis on les transporte, et puis dans l'autre sens. Donc ça, c'est très efficace. Maintenant, pour l'espace régional, je pense qu'il y a déjà des efforts qui ont été faits qu'il faut saluer à travers le TR. J'ai cru entendre aussi qu'il y aurait des développements vers Bourg. C'est très bien parce qu'il y a une conurbation qui est en train de se développer entre Dakar et la Petite Côte. Il y a aussi la région de Thiès qui vraiment est en train de juxter maintenant la région de Dakar. Je pense que c'est bien d'imaginer des projets qui prennent en compte cette dimension-là
et qui permettent aux citadins d'avoir un meilleur choix. Si on a des transports efficaces, les gens auront envie d'aller habiter loin de Dakar. Et ça, c'est un des meilleurs moyens pour pouvoir déconcentrer la ville. C'est créer d'abord des conditions de transport qui rendent le déplacement fluide et à des coûts abordables. Et ça, il n'y a que l'État qui peut le faire. Les privés, ils ne vont pas venir mettre leur argent et puis faire payer le prix du transport d'ici à Thiès à 500 francs. Donc c'est important que l'État en fasse un projet phare, un projet de l'État, et que l'État consente à mettre les moyens pour subventionner. C'est comme ça que ça marche partout. Dans certaines villes en Europe, même les transports sont gratuits. Mais les retombées, elles sont immenses sur le plan du bien-être, sur le plan de l'efficacité économique, sur le plan de la santé et sur le plan de l'environnement. Regardez maintenant le BRT. Le parcours, c'est magnifique. Et ça donne envie de s'asseoir, de respirer l'air pur. Et quand on est dans le bus, il n'y a pas de gazole qui vous remonte dans le nez. Et tout ça, là, c'est des choses qui ont un coût. Et il faut que l'État consente des efforts. De la même manière qu'il construit des hôpitaux. Les hôpitaux, c'est d'abord les citadins qui sont malades qui vont là-bas. Donc l'investissement, on peut le faire aussi en amont, en ayant des transports efficaces, peu polluants, et en créant un bien-être qui va améliorer l'état de santé général des populations. Et c'est des économies substantielles. Chers auditeurs, nous voilà au terme de notre numéro de 25 minutes pour éclairer. Nous avions comme invité M. Cissé Kane, expert géographe des transports, qui a conceptualisé et réfléchi sur le projet BRT au niveau de Dakar depuis 2003-2004. M. Cissé Kane, merci pour votre... Merci beaucoup.